Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de votre série Bruxelles au maximum. Pour ce deuxième numéro, nous allons approfondir le thème du vivre ensemble. Plusieurs invités ont répondu présent pour nous parler de leur expérience. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Enchantée. Berthe. Je vais t'accouchement. Je peux prendre ça un siège. Installez-vous. Je vous en prie. Merci. Merci d'abord de nous recevoir aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, je vais d'abord vous laisser vous présenter pour nos internautes. Je m'appelle Elżbieta Kuźma, je suis polonaise, cracovienne d'origine. Je me suis retrouvée en Belgique en 2002 parce que j'ai reçu une bourse du gouvernement régional pour faire ici une recherche de terrain pour mon doctorat que j'ai commencé à Cracovie. J'ai fait après mon doctorat à l'ULB et j'ai travaillé pendant 10 ans en tant que chercheuse au GERM, donc c'est le centre d'études sur l'immigration, le racisme, l'ethnicité et l'exclusion sociale, sous la direction du professeur Andrea Rea. Donc la diversité, ça vous parle? La diversité, ça me parle parce que je l'ai étudiée, mais je la vis aussi depuis déjà 13 ans, depuis mon arrivée ici à Bruxelles. Et comment se traduit cette diversité que vous vivez depuis près de 13 ans? C'était pour moi quelque chose de nouveau parce que Cracovie et aussi la Pologne à l'époque c'était quand même une société très homogène. Ici je me suis retrouvée dans un contexte complètement différent. Donc j'ai rencontré des gens de pratiquement tous les pays du monde qui parlent des langues différentes, qui ont des différentes origines culturelles, religieuses. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très enrichissant, mais c'est pas très facile. Et pourquoi ce ne serait pas plus facile de justement le vivre ensemble? C'est pas tous les jours facile, je devrais dire, parce que je pense qu'il y a souvent des stéréotypes qui existent concernant certaines communautés ou certains pays ou certaines personnes. Et les gens dans le monde actuel, tellement occupés par la vie professionnelle, leur vie aussi familiale, n'ont pas vraiment le temps de sortir et rencontrer l'autre. Donc avoir le temps pour rencontrer, parce que je pense que c'est par là que passe l'intégration. Si on se connaît bien, si on sait qui est l'autre, on n'a pas peur de lui et on est ouvert pour le contact beaucoup plus facilement. De l'autre côté, je pense que les Belges ou la société bruxelloise, je devrais dire, parce que ce ne sont pas seulement les Belges, mais aussi des étrangers d'autres pays de l'Union européenne, mais aussi d'autres pays du monde, ne sont pas très intéressés par les pays de l'Est, en général. On pense qu'il n'y a rien d'intéressant là-bas, que ça ne vaut pas la peine de visiter, on ne connaît pas notre histoire, on ne connaît pas le patrimoine culturel, scientifique, intellectuel. Donc, et ça c'est vraiment bien dommage parce que tous ceux qui sont partis, et je vais à nouveau faire la référence à ma ville natale parce qu'elle est quand même magnifique et belle, et on a 10 millions de touristes par an, et tous ceux qui sont venus à Cracovie, ils sont rentrés enchantés. Et ils adoraient, et ils ont dit c'est pas du tout qu'on en a imaginé, parce que peut-être on a imaginé des ours blancs qui courent dans les rues ou des alcooliques qui traînent dans la rue aussi. C'est absolument pas ça. Mais je pense qu'il y a très peu de gens qui connaissent, même si on est déjà depuis 10 ans dans l'Union européenne, on connaît pas vraiment la Pologne et aussi d'autres pays qui sont à côté. Mais je parle de la Pologne parce que c'est mon pays et c'est aussi le pays le plus grand de l'Est. Copernic, Maria Skłodowska-Curie, ce sont les noms qui parfois les gens ne savent même pas que c'était des Polonais. Et ce sont quand même des gens qui ont marqué aussi l'histoire de l'Europe, parce qu'on a quand même des racines communes. Et c'est bien triste parce que, par exemple, j'habite ici depuis 13 ans et j'ai jamais vu un film polonais sur aucune chaîne belge, mais jamais. Parfois sur Arte, mais à part ça, je n'ai jamais vu. Et pourtant, on a quand même Kieślowski, on a Polański, on a des metteurs en scène qui sont vraiment connus dans le monde,
Mais pour ça, il faut aller dans un cinéma un peu vraiment pas trop connu. Voilà, des petits cinémas qui font des rétrospectives de certains auteurs ou certains pays. Sinon, c'est vraiment trop peu. Pourtant, et la communauté polonaise et aussi notre ambassade ou les consulats ont fait pas mal des efforts pour propager la culture, pour changer cette image un peu blessante et pas du tout vraie de notre communauté. Et si on remonte un petit peu plus loin, on va remonter à votre enfance à Cracovie. Ça, c'était il y a un siècle. Non, mais dans quel environnement avez-vous été élevé? Comment étaient vos parents? Quel a été votre parcours, en fait, votre parcours simplement entre l'âge, l'enfance et l'adolescence, et puis votre décision de par la bourse, comme vous nous avez expliqué, de venir en Belgique? Donc je suis née à Cracovie dans une famille ouvrière. C'était encore l'époque du communisme. Et donc jusqu'au mon lycée, soi-disant la vie était assez simple. La Pologne se trouvait derrière les rideaux de fer encore, donc on n'avait pas beaucoup d'échanges avec des étrangers. Expliquez-nous le rideau de fer pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler. Donc le rideau de fer, c'est le concept où on a divisé l'Europe. On a fait construire le mur de Berlin pour diviser l'Europe en deux, donc l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, qui se trouvait pendant 50 ans sous le régime russe et qui, suite à ça aussi, a subi de forts changements économiques et politiques en 1989. Mais avant cela, c'était une période communiste, donc un peu grise, comme la période, comme le ciel bruxellois. On était habillés tous dans la classe de la même façon, on avait tous les mêmes chaussures, on avait tous les mêmes vêtements, parce que c'était la seule chose, le seul bien qu'on pouvait retrouver. Dans les maisons, dans les appartements de mes amis ou de mes camarades, on avait tous les mêmes meubles, les mêmes voitures. On était très homogènes, si on peut dire. Parce qu'il n'y avait pas de moyens de faire autrement. Et après, les gens ont commencé à partir à l'étranger, ils ont commencé à apporter un peu la culture, ou la musique, parfois les films, la presse étrangère. Et moi, j'ai connu un petit peu ça, parce que j'avais la famille en France, à Paris. Et c'est comme ça que j'ai commencé aussi à reconnaître un petit peu la culture française. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé d'étudier le français qui était mon choix, parce que c'est le russe qui était obligatoire pour nous à l'époque à l'école, mais la deuxième langue on pouvait choisir. Et comme ça, c'était déjà peut-être un petit background pour se retrouver un jour à l'ULB. Mais évidemment, après j'ai suivi mes études, j'ai étudié la sociologie et le journalisme à l'université Jagiellon à Cracovie, qui est la 3e université en Europe déjà, parce que c'était l'une des plus anciennes. Et on m'a proposé de faire une thèse sur la communauté polonaise à Bruxelles, parce que j'ai fait déjà à la fin des études, j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur ce sujet. Et comme ça, je suis venue ici pour 5 mois, en avril 2002. Et évidemment, comme dans beaucoup de cas, pour beaucoup de gens étrangers, je me suis installée un petit peu ici. C'est-à-dire la thèse, on m'a proposé de faire la thèse ici, puis j'ai travaillé à l'ULB, et puis j'ai rencontré mon mari qui est français, et comme ça, pour l'instant, on habite ici à Bruxelles. Et comment direz-vous, est-ce que ça a été un choc pour vous, un choc culturel, ou simplement un choc de quitter votre pays pour la Belgique, ou vous connaissez déjà un peu la France visiblement, et est-ce que la Belgique c'était vraiment une grosse différence? Il y a beaucoup d'aspects qui ressemblent quand même à la Pologne, surtout maintenant la Pologne d'aujourd'hui, mais à l'époque peut-être le plus grand changement c'était le fait de travailler avec des étrangers et de côtoyer tous les jours dans la vie quotidienne aussi des étrangers, aussi non seulement étrangers européens, mais aussi des gens venant de l'Afrique du Nord, des pays du Maghreb. Parce que vous avez posé la question concernant mon enfance, mais c'est mon enfance, c'est ça, on était tous pratiquement du même... on avait tous les mêmes profils, donc tous les Polonais. Ma classe est
tous les élèves étaient polonais, parlaient polonais, tous les catholiques. Donc c'est quand même autre chose que j'ai pu rencontrer ici. Je me souviens en tant qu'enfant ou jeune adolescente, si on croisait une personne de couleur noire dans les rues de Cracovie, tout le monde se retournait. Et c'est pas par le racisme, mais c'est juste par curiosité, parce qu'on a vraiment eu très peu d'opportunités de voir ces gens-là. Aussi, on avait juste un seul collègue pendant mes études en sociologie qui venait de, je me souviens plus du pays, mais d'Afrique noire. Et aussi, toutes les filles voulaient sortir avec lui parce que c'était tellement unique et original que finalement, il se sentait très très bien en Pologne. Bien sûr. Non, mais c'est vrai. Donc c'est ça, c'est aussi ça. Et maintenant, évidemment, ça évolue. On a des étrangers, on a des touristes, on a des Polonais qui voyagent, mais aussi des Polonais qui se sont installés ailleurs, dans les pays européens. On a des étrangers qui viennent s'installer chez nous parce qu'il y a des mariages mixtes. Il y a des échanges culturels, scolaires, donc ça c'est quand même autre chose. Évidemment, je suis venue comme encore jeune, étudiante, libre, célibataire, sans enfants, et maintenant, en tant qu'enfant, je vois Bruxelles différemment aussi. Parce que par exemple, mes enfants, quand je regarde la classe de mon fils aîné, et je regarde ses camarades, je pense souvent à ma classe, parce que chez moi c'était ça, on était tous blancs, on parlait tous la même langue, c'était tellement simple. Et pour lui, je vois qu'il a quand même des collègues africains, il a des collègues arabes qui mangent pas la viande, mais ils mangent autre chose. C'est vraiment, je me suis dit, c'est pas du tout la classe qu'il a, mais lui, pour lui, ça va être peut-être si on vit toujours ici, je ne sais pas, et ça va être beaucoup plus simple aussi, parce qu'il va pas avoir, par exemple, peur d'un autre. Parce qu'il connaît, c'est pour lui tellement naturel, parce que les enfants, ils apprennent ça comme la langue aussi, mais aussi le contact avec les autres, c'est tellement facile, naturel, parce que lui, il grandit dans ce milieu multiculturel. C'est pas quelque chose qui était étranger au début pour lui. D'accord, d'accord. Alors vous êtes polonaise, mariée avec un Français vivant en Belgique, avec des enfants qui côtoient une toute autre classe, puisqu'il y a une diversité. Et c'est une richesse pour vous? C'est une richesse, énorme richesse. Et je pense que maintenant, parce que j'aimerais bien rentrer à Cracovie quand même, évidemment pour les raisons aussi familiales, etc. Mais je pense que si un jour j'ai l'opportunité de faire ça, je pense que Bruxelles va me manquer, à cause de ça aussi. Parce que j'ai aussi de l'expérience de vivre dans un petit village en Provence française, où on était peut-être 3 étrangers et c'était extrêmement difficile. C'était une expérience très douloureuse pour moi parce que, par exemple, quand j'allais acheter ma baguette, tout le monde s'est retourné parce que je parle avec un accent et c'était quand même difficile. Tout le monde m'appelait la polonaise. Moi, j'avais pas de prénom, j'étais polonaise, identifiée comme ça. Il y avait polonaise, il y avait un réunionnais, même s'il est quand même un peu français, mais bon, il était aussi un peu plus foncé, et encore un turc. Et on était 3 étrangers dans le village, c'est difficile à vivre au quotidien. Par contre, ici à Bruxelles, il y a quand même 30% de la population qui est originaire d'un autre pays. Donc je pense que c'est plus simple, même si vous parlez avec un accent, si vous faites des photos en français. Les gens sont déjà habitués à côtoyer, à voir les gens qui viennent d'autres pays, donc c'est plus simple. Bonjour, comment allez-vous? Merci, bonjour. Eh bien, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais tout de suite vous demander de vous présenter pour nos internautes. Je m'appelle Ala Avetissian. Je suis originaire d'Ukraine, comme vous avez dit, et j'y ai passé mon enfance et ma jeunesse, et puis je me suis mariée avec un Arménien kurde et je suis partie avec lui dans son pays. Et maintenant, je suis ici. Alors, on va revenir un petit peu à vos origines un peu plus tard. Qu'est-ce que vous faites ici en Belgique et depuis combien de temps vivez-vous ici? Ça fait 15 ans que ma famille et moi, nous vivons ici en Belgique. Il y a 15 ans, nous avons demandé l'asile politique.
Et maintenant, nous avons reçu la nationalité belge. Je travaille, les enfants ont refait leur vie. Le fils cadet travaille, le fils aîné qui est journaliste et qui se cherche, on peut dire comme ça. D'accord. Donc vous venez de dire que vous avez donc demandé l'asile politique. Pourquoi? Eh bien, vous savez, c'est difficile, et même 15 ans après, d'y penser et de nous y revoir dans cette époque-là. Nous venons de l'Union soviétique. À l'époque, c'était l'Union soviétique et c'était la fin du régime soviétique. Ça n'a pas été facile, étant donné que mon mari est kurde et moi je suis ukrainienne. Et dans la région du Caucase, une guerre a éclaté entre les musulmans et les orthodoxes. D'accord. Et donc vous avez dû fuir votre pays pour pouvoir venir vous installer en Belgique? Et nous avons dû, mais vraiment dû, obligé de fuir notre région et partir quelque part pour être protégés. Nous n'avons pas choisi la Belgique nécessairement, mais nous avons voulu tout simplement sauver la vie de nos enfants. Et surtout notre fils aîné dont la vie était en danger. Et ils avaient quel âge les enfants lorsque vous êtes arrivés en Belgique? Ils avaient 10 et 12 ans. Plutôt 12 et 13 et demi, oui. Et aujourd'hui, avec donc ce recul, êtes-vous heureuse de votre vie en Belgique? Très. J'ai rencontré des gens bien. Ça c'est important, nous avons rencontré des gens bien, des gens qui nous ont compris. Le fait que tu sois étranger, immigré, toutes sortes d'étiquettes qu'on peut coller, stéréotypes qu'on peut attribuer, les gens nous ont vus tels que nous sommes. Des êtres humains comme eux, évidemment avec un parcours différent, évidemment avec des études différentes faites dans notre pays, évidemment avec une psychologie et philosophie et mentalité différentes, bien entendu. Mais l'empathie qu'on ressent nous envers une personne qui souffre, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Donc les gens ont ça ou n'en ont pas. Ou bien la compréhension, c'est tout, et la volonté d'aider l'autre, c'est tout ce que je dirais. Pour vous, le mieux vivre, c'est quoi? Le vivre ensemble, c'est quoi? Se sentir libre, pouvoir réagir librement, de ne pas sentir la pression quelconque d'un voisin, d'un chef, ou membre du gouvernement ou du régime. Que tu puisses librement venir en aide, pas que que tu sois poussé ou que tu sois obligé de venir serrer la main de ton voisin et partager avec lui la pâtisserie que tu venais de faire. Faire un échange, demander, t'enseigner, te renseigner, apprendre pour pouvoir adopter des bonnes choses du pays d'accueil ou de ton voisin. Tout en amenant sa propre culture. Si le voisin le souhaite, quand j'ai dit le voisin, ça peut être des collègues du travail, ça peut être des gens de formation ou des voisins. Pas imposer, tout simplement expliquer, inviter à boire une tasse de thé, ce que nous avons toujours fait pendant ces 15 longues années. Et je pense que grâce aux gens qui ont voulu, qui ont souhaité nous découvrir, donc par notre régime drastique, ils ont lu des manuels, ils ont étudié, ils ont vu des films ou des reportages, mais ils ont eu ce souhait et la volonté de nous découvrir comment nous sommes. Nous ne sommes pas étiquetés soviétiques, espions, tout ce que vous voulez, ou la mafia. Nous sommes des gens comme eux qui souhaitent se développer. Et je remercie toujours ces personnes-là. Et je leur téléphone, on se voit souvent, et c'est bien aussi. J'étais comme un petit chaton aveugle ici à 35 ans, mais vraiment un élève.
Et je me mettais toujours dans un coin et les autres, pendant des séances de jeux de rôle ou des séminaires, ils se rassemblaient. Mais moi, je ne savais pas à quel groupe adhérer, puisque je ne me sentais pas encore prête ou je ne sentais pas leur groupe. Et c'est grâce au CBI que j'ai pu surmonter ces obstacles. Oui, donc vous avez fait des formations au CBAI, donc, puisque vous dites que c'était au CBAI que ça s'est passé, que vous avez commencé un petit peu à sortir de votre coquille, et donc grâce au CBAI... De cette peur qui m'habitait. Et vous savez, c'est non seulement la peur, mais le frousse-bleu, comme on dit ici, d'être poursuivi. Comme c'était le cas en Union soviétique. Et j'avais l'impression qu'ils allaient dire le fait que je sois illégale, le fait que je travaille au noir, qu'ils allaient dénoncer. Même si je ne les voyais pas, je ne les sentais pas être dénonceurs. Il y avait cette peur qui était là. Cette peur était présente. Irrationnelle. Exact. Ils m'ont accepté sans papier. Et ça, leur geste, je n'oublierai jamais. Jamais. Donc, pendant 2 ans, j'ai suivi le cours des médiations interculturelles avec Amel, avec Marc, alors tout au début, mais elle est partie, elle travaille à l'UCL. C'est grâce aux séances que je voyais que je pourrais être différente, que le sens des libertés et que la liberté même, on la vit ici au quotidien. Et c'est pour cette liberté que des gens se sont battus en Union soviétique. Et moi, je la sentais. C'est grâce à tous mes camarades de formation que j'ai pu rebondir et j'ai pu me lever de nouveau. Parce que j'étais abattue. Nous avons été abattus psychologiquement et même physiquement, mais c'était dans notre pays. C'est grâce à eux. On peut vraiment remercier toutes ces gens qui ont jalonné votre vie, toutes ces personnes que vous avez eu la chance de rencontrer. Qui n'étaient pas, je dirais, qui n'ont pas été indifférents à notre sort. Et je dois rajouter ça, j'y tiens énormément. Ils savaient, donc les collègues de la formation, savaient que nous n'avions pas de revenus. Et un jour, un collègue qui me dit, écoute Ala, je sais que tu es fière et que tu n'accepteras jamais rien, mais ça nous est égal, ton opinion. Nous savons que vous avez 2 garçons et qu'ils sont à l'école. Et donc, nous avons fait une petite enveloppe et chaque mois, nous allons mettre des petits sous. Chacun contribuait ce qu'il pouvait, 2 euros, 5 euros, un chèque repas. Ça, j'ai reçu pendant quelques mois, 4 ou 5 ou 6 mois. Ce que j'avais fait dans mon pays, ce que ma maman avait fait, ce que ma grand-mère avait fait, ce que la grand-mère de mon mari avait fait dans son pays. Eux, ils sont venus de Syrie, de Turquie, ils ont atterri en Arménie. Ne pensez pas que leur parcours soit léger. Bien sûr. Donc, ce que, quelque part, les accents que l'on pose, que ce soit nous, nos parents, etc., peuvent nous revenir quelque part via pour la génération suivante. Je veux dire, toute l'aide que vous avez reçue n'est pas anodine, je pense. Je pense que votre famille, vos ancêtres ont fait quelque chose pour que vous ayez cette possibilité de profiter en fait des fruits d'une génération passée. Nous vivons avec cette philosophie-là, effectivement. Et je pense que c'était une très belle philosophie. Mais en tout cas, ça redonne foi en l'être humain. Exact, exact. Merci beaucoup. Je vous en prie, au plaisir. Est-ce que ça ne vous a pas aussi aidé
le fait de connaître cette interculturalité, de travailler dans ce milieu, ça vous a aussi aidé par exemple votre anecdote par rapport au fait que c'est la fête de Ramadan, c'est le moment du pardon, tout le monde n'est pas au courant. Donc ça vous a aussi énormément aidé votre Oui, donc c'est pour ça que j'ai bien introduit par dire que c'est important que toute la société soit formée à l'interculturalité et à apprendre à gérer la diversité et à voir comment. L'autre fois, il y a une association d'alphabétisation qui nous appelle parce qu'il y a des mamans marocaines et des mamans africaines. Ils ont décidé de faire une fête pour clôturer leur formation d'alphabétisation ensemble. Mais elles se mettent pas d'accord sur c'est quoi une fête et qu'est-ce qu'on mange à une fête et qu'est-ce qu'on fait à une fête et qu'est-ce qu'on boit à une fête. Et le conflit qui était exacerbé sur la bouteille de bière. Parce que les mamans africaines disaient nous on veut notre bouteille de bière sur la table. Et en faisant un travail interculturel, on s'est rendu compte que ce qui embêtait les femmes, c'était pas du tout que les femmes africaines allaient leur obliger de boire de l'alcool. Pour elles, c'était l'odeur de l'alcool. Et en fait, surtout l'odeur de quelqu'un qui est alcoolique. Mais voilà, alors comment on fait quand on boit un verre, donc là les femmes africaines ont dit ok, on va pas boire trop d'alcool à la fête, ça on a compris. Et puis d'autres disaient oui, mais même avec un verre on sent. Donc voilà, elles ont imaginé comment on pouvait faire un compromis d'un verre et elles ont imaginé qu'ils allaient prendre une chic pour changer l'odeur. Toutes les solutions étaient bonnes. Voilà. Et là on est dans la construction interculturelle. On est en train d'inventer des trucs super bizarres, mais ça marche. Mais on essaie de trouver des trucs qui permettent que, effectivement, ben voilà, une femme musulmane traditionnelle avec son foulard acceptait de faire la fête et d'être à table, parce qu'évidemment, on peut aussi faire une fête où toutes les femmes sont d'un côté et les autres femmes sont d'un autre côté. Ça, on voit tout ça dans les fêtes de quartier, comment ça se passe. Voilà, de nouveau, on n'est pas dans l'interculturalité en faisant ça. On n'est que dans la multiculturalité. Ainsi se termine notre épisode sur le vivre ensemble. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très prochainement sur BAM TV.